Alors quand ce sont les avocats qui le font, ça ne choque personne. Quand ce seraient les juristes d'entreprise qui le feraient, là ça choque tout le monde. Il faudrait qu'ils se mettent sous la protection du statut de lanceur d'alerte. Et s'ils le font, ce sont à la fois des piètres avocats et des piètres gestionnaires. Attends, pause. C'est quoi le Crime Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, oui. C'est normal. Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme la merde. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau ring. C'est le 5e épisode de cette émission, et bien que les 4 premiers l'ont été sur des sujets assez généraux, celui-ci est sur un sujet plus spécifique. En gros, ce qu'il se passe, c'est que les juristes d'entreprise ne bénéficient pas des mêmes protections et des mêmes avantages que le métier d'avocat. Et avec l'évolution du fonctionnement des entreprises, avec la crise du coronavirus et avec les demandes de ces juristes d'entreprise, la question se pose de s'il faudrait réunir les professions sous un même pavillon. Créer l'avocat en entreprise salariée. La problématique de ce débat est de savoir si jamais les juristes d'entreprise doivent bénéficier du secret professionnel dont bénéficient les avocats. Secret professionnel qui oblige les avocats à ne rien dire de ce que leur révèlent leurs clients, ce qui n'est pas appliqué aux juristes d'entreprise qui ne bénéficient pas de cette même protection aux yeux de la loi et de cette même obligation de discrétion sur les sujets dans les entreprises. D'un côté, nous avons le SAF, le syndicat des avocats de France, qui est contre cette réforme, estimant qu'elle dévalue la fonction d'avocat et qu'elle risque de dévaluer le secret professionnel. De l'autre, le Cercle Montesquieu, l'association des directeurs juridiques, qui veulent eux à l'inverse réunir la profession pour permettre au plus grand nombre de juristes de bénéficier de ces avantages. Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve donc au cœur du débat avec David Van der Vlist. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail dans l'atelier des droits. Et nous sommes aussi avec Martial Houle. Bonjour Martial. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du PMU et donc directeur juridique. Nous sommes ici pour parler de la profession juridique, de sa potentielle union, de pourquoi il faudrait le faire, pourquoi il ne faudrait pas le faire. Et donc nous allons commencer par 2 questions très simples. Les entreprises sont-elles des justiciables comme les autres ? Et donc finalement, quelle est la différence entre un directeur juridique et un avocat ? David ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit là pour discuter de la profession juridique. Je pense que nous sommes là pour discuter de la profession d'avocat, puisqu'il s'agit aujourd'hui de discuter de savoir si on crée des avocats salariés en entreprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, effectivement, les entreprises sont des justiciables comme les autres. Et à l'heure actuelle, comme tous les justiciables, elles peuvent, et d'ailleurs elles le sont très souvent, assistées par des cabinets d'avocats. Donc je pense que le problème, il faut le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire savoir si finalement il y a une plus-value au fait que les juristes deviennent avocats, et est-ce que finalement c'est la même profession qu'on exerce quand on est juriste dans une entreprise et quand on est avocat ? Et est-ce que les garanties qu'on présenterait seraient les mêmes quand on est juriste dans une entreprise ou quand on est avocat ? Pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait prendre le problème. Martial ? Je ne sais pas si... Oui, enfin, c'est une autre façon de poser la question et en tout état de cause, toute question est intéressante et les réponses que l'on pourrait y apporter également. Après, moi je crois que ce qu'il convient de résoudre, je ne sais pas si on y parviendra dans le cadre de ce débat, mais ce qu'il convient de résoudre, c'est au contraire de régler cette opposition permanente que l'on fait en ce moment, en tout cas entre juristes d'entreprise, et que vous venez un tout petit peu de faire là, entre juristes d'entreprise et avocats, parce que je crois que c'est une autre façon peut-être d'exercer le droit. Ces 2 fonctions, ces 2 professions sont éminemment complémentaires et qu'au lieu de travailler sur ce qui nous oppose, nous ferions peut-être mieux de travailler sur ce qui nous réunit, nous ressemble et nous fonde dans l'exercice même de notre métier qui est finalement le point commun, c'est-à-dire la défense et la prévention du respect de la loi au sein de l'entreprise et par l'entreprise. C'est ça le sujet, je crois. Et que si on abordait au contraire le sujet par cet angle-là, je crois que nous trouverions probablement des axes
communs ou des axes de réflexion communes qui nous permettraient d'avancer. Finalement, cette union des professions voulue par un camp et peut-être questionnée ou réfutée par l'autre, quels sont les désaccords majeurs? Quel est finalement là où vous êtes le plus opposés en termes de conception? Oula, ça c'est assez large. La question, pour moi, je pense que c'est une mauvaise idée de prendre la question sur la question de l'union des professions. Parce que j'ai dit. Comment? Non, mais c'est la question qui m'est posée. C'est pour ça que c'est la loi dont il est question en ce moment. Oui, non, mais non, c'est pas une loi d'union des professions. C'est une loi qui prévoit de créer un statut particulier d'avocat salarié en entreprise, qui ne prévoit pas pour autant la suppression de tous les juristes d'entreprise. L'objectif de cette loi, c'est, tel qu'il est dans le texte, c'est de faire en sorte qu'on crée un tableau annexe avec des avocats qui seraient salariés d'entreprise et avec une extension, avec des modalités d'exercice particulières et une extension d'un secret professionnel qui serait aménagé à ces juristes d'entreprise particuliers et les personnes qui travaillent sous elles. Donc, ce n'est pas exactement la même problématique. Sur les points de désaccord, je pense que le premier point de désaccord, c'est qu'un avocat, aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. L'avocat, c'est un professionnel du droit qui, tout comme le juriste d'entreprise d'ailleurs, mais qui, à la différence du juriste d'entreprise, est extérieur, est indépendant de son client et qui est soumis à une déontologie extrêmement forte. Il doit répondre à son bâtonnier, il doit répondre à un certain nombre d'obligations déontologiques et il y a un certain nombre à la fois de droits et d'obligations, parce que je pense que c'est plus une obligation qu'un droit, tel le secret professionnel, qui s'applique en raison du fait qu'il est là à la fois pour représenter, défendre le justiciable dans le cadre d'un procès, mais aussi sur la phase amont, c'est-à-dire préparer des actes juridiques, préparer une défense, préparer tout un tas de conseillers, où finalement ce secret doit également être exercé. Les garanties déontologiques quand on est au sein d'une entreprise ne seront pas ou seront difficilement les mêmes. S'agissant de l'indépendance, par définition, à partir du moment où on est salarié, on est dans un lien de subordination, donc l'indépendance ne peut pas non plus être la même. Donc les problématiques pour moi essentiellement c'est de la question de l'indépendance, c'est la question des obligations déontologiques, c'est la question du secret. Est-ce qu'il se justifie vraiment s'agissant de quelqu'un qui travaille dans une entreprise? Et puis après, il y a une autre question qui est plus fondamentale, qui est que l'avocat socialement, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. C'est une certaine image, c'est un certain nombre de principes. Et je pense qu'on brouille fondamentalement les messages si quelqu'un qui ne présente pas les mêmes garanties, qui est salarié dans une entreprise, obtenait le même statut. Est-ce que ça poserait problème si les directeurs juridiques avaient le même statut et est-ce que cette séparation est totalement... est-ce que cette séparation doit continuer de se faire par tous les points que vient d'aborder David? Encore une fois, il y a... Et Maître Van der List le fait avec une certaine élégance et avec beaucoup moins de virulence que certains de ses confrères. On a lu des choses à l'occasion du projet de loi d'expérimentation du garde des Sceaux, voulu par le garde des Sceaux. On a lu des choses qui sont quand même extrêmement choquantes, où on retrouve ces principes d'indépendance, de secret professionnel, de déontologie. Mais je vais y revenir point par point, parce que je crois que là aussi, il y a une totale incompréhension, voire une méconnaissance de ce qu'est la réalité du travail d'un juriste d'entreprise et encore plus d'un directeur juridique ou d'un responsable juridique. Et je crois que ça c'est assez fondamental parce qu'aujourd'hui, au nom de la défense d'un corporatisme, parce que ce n'est rien d'autre que ça, on nous met quelque chose sur la table en estimant quelque part, et on l'a lu quand même, que les juristes d'entreprise seraient des sous-avocats. Pas très agréable à lire, mais en tous les cas, alors c'est évidemment pas ce que vous avez dit, mais c'est ce qui a été proféré par certains de vos confrères, que nous serions des juristes d'entreprise frustrés de ne pas être avocats. Le sujet pour nous, c'est pas celui-ci. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est un combat qui dure depuis, ou un débat qui dure depuis 30 ou 40 ans. C'est un sujet qui a été résolu par toutes les grandes démocraties. Aux États-Unis, vous avez les internal lawyers et les external lawyers. Est-ce que ça fonctionne mal? Non. Est-ce que ça a créé de l'emploi? Oui. Est-ce que ça a créé de la valeur de la fonction juridique? Oui. Est-ce que ça a permis surtout de sanctuariser la protection du droit
par les entreprises, au sein des entreprises, réponse oui. C'est pour ça aujourd'hui que les métiers de la compliance sur l'anticorruption, sur la data privacy, sur la lutte contre la fraude et le blanchiment et le financement du terrorisme, sur la transparence financière souhaitée par les entreprises, c'est aussi pour cela que aujourd'hui beaucoup de directions juridiques sont véritablement concernées par la mise en œuvre de ces règles de protection. Donc le sujet, pour moi, ça aborde d'une toute autre façon. On peut répondre à tous les points aujourd'hui, et là encore, Maître Van der Vlis le fait avec une certaine élégance, il n'y a pas du tout de procès d'intention. Je crois qu'il y a certaines convictions qui sont exprimées ici, mais moi j'aimerais juste que l'on pose sur ces sujets-là sur la table. L'indépendance des avocats. C'est vrai qu'en tant que directeur juridique, secrétaire général, j'ai un contrat de travail, donc un lien de subordination avec mon entreprise. Est-ce que vous croyez pourtant que je pourrais exercer mon métier sans une certaine indépendance d'esprit? Et croyez-moi, il en faut pour aller expliquer à ses actionnaires ou à ses mandataires sociaux, à son directeur général ou son président, avec une certaine force de conviction. Est-ce que vous ne croyez pas que cette indépendance d'esprit n'est pas fondamentale pour aller imposer des choses et en tout cas pour essayer d'orienter les choix stratégiques de l'entreprise pour éviter qu'elle fasse des erreurs, et des erreurs qui seraient contraires à la loi? Donc l'indépendance commence là. La confidentialité. Alors je peux vous assurer une chose, c'est peut-être le sujet qui m'agace le plus. Parce que je crois que les juristes d'entreprise aujourd'hui ne pourraient pas exercer leur métier s'ils n'étaient pas très rigoureux, voire rigides sur le respect du principe de confidentialité. Si nous ne savons pas respecter ce principe-là, nous n'avons plus la confiance de nos dirigeants et nous ne pouvons pas exercer. Donc le principe de confidentialité, il est tout aussi sanctuarisé chez nous. Il n'est peut-être pas sanctuarisé sur un plan déontologique, parce qu'effectivement nous n'avons pas de statut déontologique comme l'ont les avocats. Mais ça peut être résolu, ce sujet-là. Mais la première des qualités des juristes d'entreprise, c'est bien la capacité à agir en toute confidentialité, parce que par moment, vous allez devoir gérer des sujets qui sont éminemment sensibles, que vous ne pouvez pas mettre sur la place publique et sur lesquels vous ne pourriez absolument pas discuter, y compris avec vos propres équipes. Donc ce principe de confidentialité, aujourd'hui, pour moi, il est quasiment identique dans les faits, en tous les cas, à ce qui fonde la profession d'avocat. Le sujet sur la confidentialité, c'est pas ça. Le sujet, c'est que nous, on a besoin, et c'est une des conséquences du statut que nous réclamons, nous avons besoin d'une protection de nos avis. Ça, c'est un sujet. C'est pas le sujet fondamental, mais c'est un des sujets. Aujourd'hui, nos avis, contrairement aux avis de nos confrères avocats, et j'emploie le mot confrère à dessein, on a besoin de voir protéger nos avis parce que demain, et c'est le cas du PMU par exemple, nous avons des solutions logicielles qui peuvent être des solutions américaines et qui permettent finalement aux juridictions américaines de venir voir ce qui se passe chez nous en France. Il est évident que ça change un peu la donne quand nos avis ne sont pas protégés. Et je crois que tout le monde pourrait en tout cas profiter de ce qui est au fond de tout ce débat, qui est le renforcement de la prévention de la loi et de son respect au sein de l'entreprise. C'est ça le sujet. Et encore, Maître Van der Vlis ne nous a pas opposé la clause de conscience, parce que ça, on en a entendu parler également, mais là aussi on peut y répondre. Mais voilà, c'est l'indépendance, elle pourrait être également réglée par ce statut. Elle est évidemment moins intense que nos confrères avocats, parce que c'est une profession libérale, mais en même temps, cette indépendance, pour nous, elle est essentiellement de fonctionnement. Encore une fois, il faut une certaine autorité, une certaine indépendance d'esprit pour aller expliquer les choses à vos actionnaires et à vos mandataires sociaux. Quand vous devez aller expliquer une stratégie, que votre mandataire social vous dit « go, on y va », vous n'avez pas intérêt à vous planter. Et c'est le directeur juridique qui décide, c'est pas l'avocat qui décide de la stratégie, c'est le directeur juridique qui, lui, s'il perd, peut perdre son emploi. L'avocat va perdre peut-être un dossier, peut-être un client. Le directeur juridique va peut-être perdre son emploi. C'est un peu différent. Vous voyez, la prise de risque, elle est un tout petit peu différente. Et un peu plus intense, je pense, du côté du directeur juridique. C'est la contrepartie, justement, de cette indépendance qui n'est pas aussi intense que la vôtre. Alors, excusez-moi, j'ai été un petit peu... Non, mais il n'y a pas de souci. Donc sur ce point, bon, déjà, vous parlez de l'indépendance comme celle uniquement des directeurs juridiques. Je pense que c'est voir un peu le problème de façon détournée, parce que selon vos statistiques, je parle du cercle Montesquieu, il y aurait 17 000 juristes d'entreprise à l'heure actuelle. Tous ne sont pas des directeurs juridiques, sachant que le terme de juriste n'est pas un terme précisément défini et qu'un certain nombre de salariés qui font des ressources humaines, par exemple, pourraient également prétendre à une qualité de juriste compte tenu de leur activité.
Deuxièmement, donc c'est pas exactement le même positionnement et le juriste, c'est pas forcément celui qui rapporte directement au comité de direction pour définir la politique de l'entreprise. Il y a des juristes qui ont potentiellement cette fonction et il y a des juristes qui sont plus dans une fonction d'exécutant, qui rédigent des contrats, qui mettent en œuvre une politique qui leur est imposée. Donc là, le rapport à l'indépendance n'est déjà plus du tout le même. Deuxièmement, la question de l'indépendance, c'est pas seulement une question d'indépendance intellectuelle. La question de l'indépendance, c'est votre faculté à vous détacher de votre client, de lui dire ce qu'il ne veut pas entendre, de prendre un risque. Et quand vous me dites que le directeur juridique prend plus de risques qu'un avocat, c'est faux. Parce que l'avocat, lui, à la différence du directeur juridique ou de n'importe quel juriste dans l'entreprise, l'avocat, il a une multitude de clients. Donc il a déjà une vision panoramique de la problématique, ce qui est déjà une plus-value importante. Il va, deuxièmement, à la fois faire du conseil et puis derrière avoir une dimension contentieuse. C'est-à-dire que si le conseil qu'il vous donne est erroné, ce sera lui qui sera amené à le défendre devant les juridictions. Et puis troisièmement, c'est une chose d'être licencié quand on est salarié. Mais c'est une autre d'avoir sa responsabilité qui est susceptible d'être engagée. Si nous rendons, nous, avocats, un avis juridique dans lequel on vous dit de faire blanc sans vous alerter sur le fait que si vous faites blanc, il y a ça comme risque, concrètement, c'est notre responsabilité civile que nous engageons. Donc derrière, c'est nous qui sommes susceptibles de devoir vous indemniser. Et ce n'est pas du tout la même chose. Un salarié dans une entreprise, lui, sauf à ce qu'il fasse une faute lourde, c'est-à-dire une faute intentionnelle, il n'engage pas sa responsabilité. Le problème, c'est que la pression, elle peut être très forte. Si on vous demande de faire un contrat qui contient un certain nombre de clauses illicites, si vous voyez que les actionnaires exigent quelque chose et qu'à un moment, dans le cadre de votre progression de carrière ou j'en sais rien, il faut que vous alliez dans leur sens, indépendamment des conséquences qui sont du risque qui est pris. Vous pouvez le faire. À un moment, si les choses capotent, éventuellement, vous serez licencié. Mais ça ira pas plus loin. Alors que si vous êtes avocat et que vous faites ça, concrètement, vous engagez votre responsabilité civile professionnelle. Sur le secret professionnel, alors oui, je comprends tout à fait que dans les entreprises, un certain nombre de juristes, dans leur pratique professionnelle, s'astreignent à un secret. Mais ce n'est pas le même secret que l'avocat. Et je pense que ça ne doit pas être le même secret que l'avocat. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous avez le fameux lien de subordination. Ce qui fait que vous pouvez avoir des consignes qui vous sont données, qui sont contraires à un certain nombre de principes. On peut vous demander de préparer des contrats qui sont illicites. Mais bien sûr que si. Enfin, on peut tout à fait faire ça. Derrière l'enjeu, c'est que quand vous êtes avocat, vous allez vous interdire de faire un certain nombre de choses parce que derrière, vous avez un enjeu déontologique. Dans le cadre d'une enquête, on pourra effectivement, et je comprends votre crainte, on pourra effectivement consulter un certain nombre de documents et on pourra également voir ce qu'a préparé le juriste d'entreprise. Et du coup, il y a un certain nombre effectivement d'affaires qui sortent quand on étudie ce que font les juristes d'entreprise. Et il y a des montages, parce que malheureusement dans la vie des entreprises, il y a des entreprises vertueuses, et il y a des entreprises qui utilisent des juristes d'entreprise, notamment pour monter des montages qui ne sont absolument pas vertueux, pour créer des ententes illicites. Et il y a régulièrement des affaires là-dessus par rapport à la concurrence, pour mener des opérations de blanchiment, pour mener des grandes opérations de fraude fiscale, de sociétés un peu écran, où on rapatrie de façon très artificielle les dividendes, enfin les bénéfices pour ne pas payer d'impôts, etc. Et vous craignez que ça, que le secret du juriste d'entreprise puisse en fait mener à plus de facilité à réaliser ce genre de choses? Clairement, parce que si l'objectif c'est de donner aux juristes d'entreprise le secret professionnel de l'avocat, un secret qui serait opposable aux autorités d'enquête, dans le cadre des enquêtes pénales notamment, une protection contre les perquisitions, etc., le risque, il est vraiment là. C'est-à-dire un détournement du secret professionnel au profit d'opérations qui seraient des opérations frauduleuses. Est-ce qu'il y a ce risque de dévaluer le secret professionnel en l'accordant également aux juristes d'entreprise? Non, je crois que c'est tout le contraire, mais là encore, très sincèrement, moi j'entends ce qui vient d'être dit, et pour le coup, vous parlez avec beaucoup d'intelligence et de brio de mon métier, mais sans le connaître. Parce que tout ce que vous venez de dire est particulièrement faux. Et d'ailleurs, en contrepoint, vous avez quasiment confirmé tout ce que je disais précédemment. D'abord,
vous étendez le propos aux juristes d'entreprise. Le projet de loi ne parle pas des juristes d'entreprise. Il parle de personnes qui exercent des responsabilités juridiques avec un minimum, je crois, je n'ai pas relu le projet de loi récemment, de 5 ans d'expérience, mais moi je pense que c'est nécessaire. Donc ce n'est pas tous les juristes qui seraient concernés par ce projet de loi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc le débat, l'extension de tout votre raisonnement aux juristes d'entreprise, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce sera peut-être le sujet demain, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et pour le coup, ce n'est pas notre demande. Il y a une personne qui assume la responsabilité juridique de l'entreprise, c'est le directeur juridique ou le responsable juridique. Ce n'est pas les autres. Il y a un patron. Donc c'est lui qui va assumer. Et il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui finalement confirment ce que je vous disais. Réglons ce sujet-là par un statut. Ça s'appelle avocat ou pas, sauf qu'on ne recréera pas une nouvelle profession réglementée qui serait celle de conseil juridique en entreprise. Il y a un vrai sujet de statut sur des métiers qui nous ressemblent et qui permettrait de résoudre ça. L'intérêt de tout le monde, ce n'est pas de raisonner, encore une fois, au nom de l'intérêt d'un corporatisme qui serait la profession d'avocat, mais de regarder ce qui serait intéressant dans le cadre du respect de la loi. Moi, je veux bien, ça me fait plutôt sourire quand on me parle du risque de non-alerte des juristes d'entreprise en matière de blanchiment. Vous parlez du lanceur d'alerte. Enfin, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui sont mélangées dans ce que vous dites. J'en suis désolé, parce que tous ces métiers-là, aujourd'hui, sont chez moi. Il y a 9 mois, j'étais chez Direct Energy, enfin chez Total Direct Energy. J'avais également tous ces métiers-là. Tous les métiers de la conformité, et je mets le juridique à côté, mais tous les métiers régaliens de conformité, l'anticorruption, la data privacy, la transparence financière étaient chez moi. Aujourd'hui, puisque je suis au PMU, c'est une entreprise qui organise essentiellement des paris hippiques sur les courses de chevaux, j'ai un département fraude et blanchiment. Alors croyez-moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ce secret professionnel-là, il est au contraire fondamental. Il ne s'agit pas d'un secret professionnel pour cacher quelque chose. Justement, et vous confirmez ce que je vous disais, nous avons besoin de cette indépendance de raisonnement, de cette indépendance de conviction pour imposer des choses à notre management, pour éviter au contraire que l'on aille faire n'importe quoi, que l'entreprise franchisse la loi. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire en écrivant. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la prévention. C'est de dire, et pour ça que je vous parlais tout à l'heure, de respect de la prévention, enfin plutôt de la prévention du respect de la loi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on veut un droit moralisateur ? Alors là, vous aurez un problème avec votre clause de conscience quand même. Je n'ai pas beaucoup vu d'avocats pénalistes d'affaires refuser des dossiers au nom de la moralisation de l'économie. Pour autant, le sujet, c'est quand même de se demander si à un moment on peut raisonner de manière préventive, de se dire que les juristes sont là pour alerter et qu'il faut que ces alertes soient protégées. Il ne s'agit pas de cacher une infraction, il s'agit d'éviter qu'elle se commette. Est-ce que ce n'est pas l'intérêt de tout le monde ? Est-ce que ce n'est pas ce qui unit les avocats et les juristes d'entreprise ? Ce respect de la loi et de manière préventive, plutôt que corrective. Ce n'est pas pour ça qu'on va exercer. On peut déjà le faire. Nous n'exerçons. Ce n'est pas le sujet. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas plaider. Par contre, j'accompagne mes avocats. Généralement, j'étais encore au tribunal de commerce lundi matin. J'accompagne parce que je veux être présent, parce qu'il y a un échange permanent qui se fait à l'audience entre l'entreprise et l'avocat, parce que vous savez très bien comment se passe un contentieux. C'est un débat contradictoire, donc il y a un moment, il y a un élément nouveau qui sort, ou une façon de le présenter qui n'était pas tout à fait attendue. Donc on va essayer de le confronter avec une autre présentation. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cet échange-là qu'il faut protéger, c'est cette collaboration-là. L'indépendance, vous y avez répondu, l'indépendance en entreprise, elle ne sera garantie que par un statut, et elle renforcera l'indépendance de conviction qui nous permet de garantir la protection de la loi. Je ne comprends pas que les avocats puissent s'opposer à ça. En plus, vous citiez des exemples. Excusez-moi, mais quand on nous dit qu'on va aller créer des sociétés, je ne sais pas où, généralement, c'est un avocat qui le fait. Donc ça choque personne. Toutes les entreprises n'ont pas des directions juridiques très constituées, avec du corporate partout, qui permettent de le faire. Il y a beaucoup d'avocats. Et pourquoi on prend beaucoup d'avocats sur ces sujets-là ? Justement parce qu'aujourd'hui, ils sont couverts par le secret professionnel. Donc, moi, je veux bien. Mais alors, quand ce sont les avocats qui le font, ça ne choque personne. Quand ce seraient les juristes d'entreprise qui le feraient, là, ça choque tout le monde. Il faudrait qu'ils se mettent sous la protection du statut de lanceur d'alerte. Je trouve ça un tout petit peu caricatural, et en plus, pour le coup, ça ne correspond absolument pas à notre métier. Est-il possible, du coup, de faire cohabiter les directeurs juridiques et les juristes avec les avocats au sein des barreaux ? Et donc, du coup, je vous laisse terminer à Martial, mais je vais terminer par la réponse à cette question. Oui. Bon, dit oui. non, mais oui, je réponds et puis après. Évidemment. Mais moi, je pense qu'on peut tout à fait cohabiter, mais qu'il n'y a pas besoin que ce soit au sein des barreaux. Mais ça, on va y revenir. Oui. Donc, pourquoi est-ce que moi j'ai parlé pas seulement des directeurs juridiques, mais effectivement de tous les autres, de tous les autres juristes ? C'est parce que si vous regardez bien le texte, on vous parle de l'application
de la confidentialité, donc de la protection du secret, pas seulement pour les gens qui seraient avocats salariés d'entreprise, mais pour toutes les personnes qui sont sous leur contrôle. Ce qui fait qu'il y a des non-avocats qui dépendraient de l'avocat salarié d'entreprise, qui seraient également, dont tous les documents, dont les actes seraient couverts par la confidentialité. Ce qui est quand même quelque chose, plus que la confidentialité, le secret professionnel, même s'il y a une confusion dans le texte. Il y a quand même cette dimension qui est à prendre en compte. Mais là où il y a la ligne rouge, c'est que l'avocat, il peut défendre, mais il ne peut pas être complice de la commission d'infraction. Et je pense que la ligne rouge fondamentale, elle est là. C'est-à-dire que l'avocat n'a pas vocation à être complice de la commission de montage frauduleux pour détourner de l'argent, pour dissimuler du patrimoine, etc. Et effectivement, il y a des problèmes dans un certain nombre d'entreprises où effectivement des services juridiques ont été mêlés à ça, sur des montages qui visaient à sortir des capitaux. Il y a eu un certain nombre de scandales financiers, mais il y a aussi des cabinets, vous avez raison de le préciser, qui ont été impliqués dedans. Mais sauf que les cabinets qui font ça, quand derrière, en faisant les saisines des entreprises, en regardant les documents qui sont des services juridiques, les avocats, ils se retrouvent eux également au correctionnel. Le recours à des cabinets d'avocats indépendants, externes, alors avec toute la plus-value que ça, c'est beaucoup plus difficile à les défendre vis-à-vis des fonctions, des directions financières et comptables qui, elles, voient il faut que ça rentre, il faut que ça tourne, il faut minimiser les coûts. C'est beaucoup plus difficile à justifier quand vous avez des gens qui sont labellisés avocats en interne que quand vous n'en avez pas, parce qu'à un moment, on met noir sur blanc que ce n'est pas les mêmes fonctions, ce n'est pas les mêmes compétences et ce n'est pas la même façon d'exercer. Donc du coup, c'est pour conclure, est-ce que du coup, il est possible de faire cohabiter les directions juridiques et les avocats au sein des barreaux ? Le principe d'une cohabitation, c'est comme le tango, il faut être deux. Visiblement, nous ne serons jamais deux, donc c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est une question d'avenir de la profession, pas que des juristes d'entreprise, c'est une question d'avenir de la profession d'avocat. Une profession ne s'est jamais grandie en se sanctuarisant et en essayant de protéger par pur corporatisme ses intérêts. Il est assez paradoxal quand même, voire contradictoire, de se prétendre fonction libérale et indépendante tout en se retranchant derrière le secret professionnel, derrière une formation et derrière un statut. Ça ne marche pas, ça. Dans le temps, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas tout à fait lu, mais peut-être vous avez sûrement raison, je n'ai pas tout à fait lu le projet de loi comme vous sur le secret professionnel, mais ça se résout. Ce projet, il n'est pas encore arrivé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il y aura des débats, peut-être s'il va jusqu'au bout, en tout cas, il y aura des débats, il y aura des modifications. Et là encore, nous, on est fermé à rien, on est capable de discuter de tout. Moi, je n'ai pas autant de convictions fermées que vous sur le sujet. Moi, je pense que ça mérite d'être débattu ouvertement. Mais encore une fois, dans tous vos propos, vous confirmez finalement le besoin que nous avons. Vous savez, quand on nous dit on va cacher des choses, mais aujourd'hui, il n'y a rien à cacher, puisque nous n'écrivons pas. Nous ne pouvons pas, pour prévenir les infractions, notamment pénales, nous ne pouvons pas écrire. Écrire, c'est quasiment montrer que l'infraction peut être réalisée. On ne va certainement pas faire ça. On ne va certainement pas contribuer demain, si nous n'étions pas écoutés, à envoyer nos mandataires sociaux en prison. Notre sujet, ce n'est pas de savoir si on doit cacher des choses. Vous savez, j'ai une longue carrière, je suis un peu plus âgé que vous. Et des perquisitions, j'en ai eu. De la brigade financière, de la Commission européenne, de l'autorité de la concurrence. On en a tous subi. Nous cohabitons déjà, pas statutairement, mais dans nos modes de fonctionnement. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les avocats oublient aussi quand même beaucoup que, et c'est aussi pour ça que ce rééquilibrage va être nécessaire, c'est que les entreprises sont les principaux prescripteurs financiers par la masse de budget du métier d'avocat aujourd'hui. Ce sont des sommes colossales qui sont mises sur le marché. Il faudrait que les avocats n'oublient pas que nous sommes leurs clients et que le procès d'intention qui est fait au directeur juridique en permanence sur vous allez cacher des choses, vous n'êtes pas digne du secret professionnel, c'est pas le même que vous n'êtes pas indépendant. Mais c'est faux, au contraire. C'est l'indépendance, nous l'avons, nous sommes capables. C'est parce que c'est une indépendance d'esprit, croyez-moi, celle-là a plus de valeur que toute autre, et que nous aussi nous engageons notre responsabilité en permanence. Et presque tout autant que les avocats, mais bien sûr que si. Parce que si une infraction est commise, nous serons, et vous savez très bien comment ça fonctionne, un procureur ne se posera pas de questions. Il va prendre tous ceux qui potentiellement ont eu à connaître d'un dossier, et tout le monde se retrouvera autour de la table, et dans des conditions peu agréables. Et le directeur juridique au premier chef. Et on a une longue liste de directeurs juridiques qui, ont été un peu malmenés dans le cadre de certaines enquêtes. Donc,
on engage notre responsabilité en permanence. Nous avons des délégations de pouvoir qui organisent un transfert de responsabilité, y compris pénale, sur nos têtes. C'est de ça dont on parle. Vous voulez parler d'indépendance, mais venez vous confronter aux conditions que l'on a en entreprise aujourd'hui en termes d'indépendance. Vous allez voir la force de conviction qu'il faut avoir pour l'assumer, cette indépendance-là. Mais enfin, quand même, nous avons été formés, CAPA mis à part, nous avons été formés sur les mêmes bancs, avec les mêmes professeurs, avec les mêmes matières. Et ça justifierait que nous soyons mis au banc de cette profession, simplement en étant vus comme la poule aux odeurs, parce que nous apportons beaucoup d'argent pour nous payer les services d'avocats compétents. C'est un problème. Quand il y a une direction juridique forte, ça crée du droit, ça crée des marchés, ça crée des emplois. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et je pense, surtout en ce moment, je pense qu'on a peut-être intérêt à regarder les pistes qui permettront demain de créer des emplois, certes pour les juristes d'entreprise, mais aussi pour les avocats. Ce projet de loi, si vous regardez bien, il y a une petite clause sur les directeurs juridiques ou responsables juridiques qui pourraient devenir avocats s'ils ont 5 ans d'expérience, et je crois qu'il faut passer l'examen de déontologie en plus, je crois. Moi je crois qu'il faut renforcer cette notion de déontologie pour voir comment elle s'organise, parlons-en. Mais il est d'abord fait pour les avocats qui pourraient venir exercer sans sommet, qui pourraient venir exercer en entreprise. C'est ça le sujet, l'essentiel des textes de ce projet. Ça. Donc, bien sûr que si, il est écrit comme ça le texte. Et je crois que pour les jeunes avocats qui aujourd'hui ont peut-être du mal à rentrer sur ce marché-là ou à rentrer en entreprise, je pense que c'est assez fondamental. Qu'on soit clair, il ne s'agit pas de dire que vous devez être mis au banc d'une profession. C'est un peu le cas, de certains. Moi, ce que je dis simplement, ce sont les propos de certains de vos confrères. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a 2 professions différentes et qui ne sont pas des professions de valeur inégale. Je veux dire, pour moi, c'est pas moins vertueux d'être avocat ou d'être juriste d'entreprise. C'est 2 professions qui sont radicalement différentes. Alors ne disons pas que nous allons cacher des choses et empêcher les textes sur la moralisation de l'économie. Non, mais moi, ce que je dis de façon claire, c'est que ce que vous êtes en train de dire, ce que vous disiez depuis tout à l'heure, avec la difficulté que vous avez pour faire respecter votre indépendance dans l'entreprise. J'ai pas dit que j'avais des difficultés, j'ai dit qu'il fallait une certaine qualité. Oui, il fallait une certaine qualité. Je veux dire, nous, on n'a pas cette difficulté-là. Parce qu'on est extérieur, parce qu'on a une pluralité de clients. Et nous, dans nos études de déontologie, on nous apprend qu'il faut faire en sorte que les clients ne représentent pas une trop grande part du chiffre d'affaires, de façon à ce que si à un moment le client il doit partir, qu'il parte. Mais vous ne croyez pas que c'est théorique un peu ça? Non. Enfin, moi, je connais beaucoup d'avocats qui finalement, dont le chiffre d'affaires est très dépendant d'un gros client ou de 2 gros clients, et que pour le coup, croyez-moi, la notion d'indépendance est très relative. Et il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui sont comme ça. En tout cas, je parle pour les avocats d'entreprise, qui travaillent pour les entreprises. C'est une réalité économique, ça. Moi, je veux bien que l'on dise qu'on a une... Non, mais c'est une réalité économique. Et là, je peux vous citer... C'est peut-être une réalité économique de quelques cabinets. Mais certainement pas, de gros cabinets. Et de gros cabinets français également. Mais en tout cas, c'est pas... moi, j'ai pas ces données-là. Je vous le dis, mais certains travaillent pour moi, je vous le dis. Et moi, je ne suis pas nécessairement toujours leur plus gros client. Mais certains cabinets qui sont des cabinets de renom, vous savez, la clause d'indépendance, dans ces cas-là, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Un avocat collaborateur, vous croyez vraiment que la clause d'indépendance va s'appliquer si son associé lui dit « tu travailles là-dessus » je ne vous crois pas 2 minutes dans une grosse firme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pour travailler souvent avec des petits cabinets, parce qu'il y a un intitut personnel qui me plaît, je suis assez fidèle moi avec mes conseils. Dans les gros cabinets, c'est pas toujours le cas, et c'est normal parce que c'est une confrontation, c'est une confrontation à la réalité économique, et c'est normal. Le cabinet, il doit fonctionner, se développer. L'avocat collaborateur n'aura pas nécessairement le choix et pourra pas toujours faire montre de sa grande capacité d'indépendance. Dans ce cas-là, ce n'est pas vrai. Oui, alors pas plus qu'un juriste d'entreprise, mais pas plus qu'un juriste d'entreprise. Moi, cette réalité-là, ce que vous me décrivez, je le vois pas, en tout cas pas de façon massive, de cabinets qui se rendraient dépendants de leurs clients. Et s'ils le font, ce sont à la fois des piètres avocats et des piètres gestionnaires. Pas forcément. On n'a pas toujours le choix. Pas toujours le choix. Parce que vous avez des obligations qu'il faut vous mettre en mesure de les respecter. S'agissant du collaborateur, la problématique n'est pas du tout la même parce que vous dépendez d'un avocat. Donc en fait, l'avocat, la structure avocat reste indépendante. Un collaborateur a la même obligation d'indépendance au nom de la déontologie des avocats. Comment ? Moi, ce que je remarque quand même, c'est que la plupart des avocats qui nous opposent ce sujet-là sont des avocats émérites qui font beaucoup de droit de la personne, en droit du travail, en droit pénal, en droit de la famille. Ce sont les plus virulents contre nous.
Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance, mais moi je vous invite, venez voir comment on travaille. Chez nous, venez voir comment mes juristes travaillent. Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de notre métier. On fera peut-être une petite échange d'expérience. Mais là, je pense que vous avez une vision détournée en pensant que seulement les avocats en droit des personnes sont opposés à votre projet. Je veux dire, quand on a 70% de la profession qui prend position contre ce projet, c'est pas juste des avocats en droit des personnes. Il y a beaucoup d'avocats d'affaires qui considèrent qu'il y a un problème à ça. Parce qu'on fait un mélange des genres, parce qu'à un moment, on mélange des professions qui n'ont rien à voir. Et pour moi, il faut qu'on continue à travailler en tant que partenaire, mais pas en mélangeant les genres. Juste une phrase. Il y a autant de différences entre un avocat d'affaires et un avocat civiliste qui ferait que du droit de la famille, par exemple. C'est pas du tout le même métier. Je pense que la manière d'exercer le métier pour un avocat d'affaires est beaucoup plus proche de celle du juriste d'entreprise. Et pour autant, cette distinction-là entre avocat d'affaires et avocat en droit de la personne ne choque personne et n'empêche pas justement que ces personnes-là soient inscrites au même tableau et dépendent du même bâtonnier. Ça ne choque pas. Pour autant, leurs métiers n'ont rien à voir. On pourra toujours en débattre en permanence. N'opposons pas simplement du dogme à ça. Regardons concrètement ce qui se fait. Je pense qu'on pourrait même trouver des solutions très intelligentes. Et on laissera les gens derrière qui nous regardent se faire leur avis sur la question. Merci beaucoup David Van der Vlist, merci beaucoup Marcel Houle. Merci beaucoup. Merci de votre tête à exercice, on sait que c'est toujours difficile de pouvoir opposer des désaccords qui finalement étaient très courtois aujourd'hui. Il n'y a pas matière. Ça, c'est un point commun entre les avocats et les juristes. Pas toujours. On vous laisse évidemment regarder le projet de loi si vous voulez approfondir le sujet et vous faire votre avis évidemment en toute indépendance sur le sujet. On passe au débrief la semaine prochaine. C'était Valorant pour le client. Ciao. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe.